Salut Guillaume. Salut. Alors on se reçoit aujourd'hui pour Altmedia. S'il te plaît Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Je m'appelle Guillaume, du coup, j'ai une chaîne qui s'appelle Game Focus. Je suis assistant caméra dans la vie. Je travaille sur des tournages professionnels. Et voilà, en gros, intermittent du spectacle, tout ça, quoi. Ok. Alors, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu de ce qui a forgé ta passion pour le cinéma. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples de films ou de réalisateurs qui ont contribué à forger cette passion? Comme beaucoup, je pense, d'enfants des années 90, 2000, moi j'ai commencé vraiment, j'ai d'abord baigné de ouf dans la sauce américaine, grosse production, entertainment, Spielberg et tout. Donc j'ai vraiment grandi dans ce truc-là. C'est ça qui, enfant, m'a vraiment donné envie de faire du ciné au début. Puis au fur et à mesure, avec le collège, lycée, j'ai vraiment, pareil, continué dans cette mouvance un peu très américaine, à consommer beaucoup de films américains, tout en remarquant que j'aimais beaucoup le cinéma. Donc j'ai grandi avec ouais, Kubrick, euh, Spielberg, Ridley Scott, Martin Scorsese, Tarantino, enfin vraiment tous ceux qu'on peut citer assez souvent, c'est avec eux que j'ai grandi. Et donc c'est eux qui m'ont d'abord donné envie de faire du cinéma. Mon film préféré, l'un de mes films préférés est Drive, que j'ai vu à 16-17 ans, qui est toujours, je pense, un de mes films préférés. Donc voilà, et puis par la suite, en fait, avec les études, j'ai fait des études de cinéma, et par la suite, j'ai grandi, j'ai changé un peu de point de vue là-dessus, parce que je me suis intéressé au cinéma en France, à la politique derrière et tout ça, et c'est comme ça que m'est venue après cette idée de faire potentiellement une chaîne YouTube pour parler de cinéma français, plus que de cinéma américain, et du danger qu'il apporte en tout cas. Mais en tout cas, j'ai eu une jeunesse très américaine en termes de cinéma. Ça, j'ai vraiment beaucoup consommé américain à ce niveau-là. Je pense que t'es pas un cas unique à mon avis. Je pense pas. C'est malheureusement très courant. On reviendra sur la culture du cinéma Ouais. français après. Alors, donc du coup, est-ce que tu peux aller un peu plus en détail sur ton parcours pro? Comment t'as commencé au niveau scolaire déjà? Ouais, alors, j'ai un bac L, Ok. déjà. Et après ça, je suis parti en école de ciné à Paris. J'ai fait une école privée qui m'a ruiné, qui a coûté très cher. Et à la base, c'est parce que je voulais, un peu comme tous les jeunes, être réalisateur. J'ai fait 3 ans du coup de cette école. Et dans cette école-là que j'ai vraiment appris les métiers du cinéma, comment ça se passait, que c'était pas si évident d'être réalisateur. J'ai approché beaucoup de métiers en fait propres à l'approche de la mise en scène, donc assistant réalisateur, tout ce qui était très artistique avant d'être technique. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et à la fin de ma 3e année, je suis parti en stage machinerie, qui est un département technique et très manutentionnaire de tournage, où il faut des gros bras, comme tu peux le voir. Euh, et donc je suis parti voilà, sur le Retour du héros, un long métrage en stage machinerie. Et là, j'ai vraiment appris les métiers techniques et j'ai vraiment adoré. Gros coup de cœur sur l'aspect très manutentionnaire, technique et surtout de l'image. Et donc j'ai fait ce stage en machinerie, mais après je me suis mis à faire un stage dans une boîte de location de matériel caméra pour film. Et c'est là que je suis vraiment tombé amoureux du taf de l'image, quoi, de la caméra en tant que telle, de ce qu'elle apporte, du marché derrière et tout. Et du coup, je me suis fait vraiment autodidacte en fait là-dessus. Ensuite, j'ai enchaîné les projets en stage caméra avant d'être premier assistant caméra aujourd'hui sur des plus gros projets. Donc tout ça, je l'ai fait en autodidacte. Et finalement, ce que m'a apporté l'école, c'est plus la culture, une base de la culture du cinéma français, que le métier que j'allais en faire après. J'ai fait aucun métier qui était proche, rallié à cette école, en gros, quoi. Donc, Ok. voilà. Donc t'as un parcours qui est un peu plus large que le cinéma en lui-même. T'as un parcours audiovisuel. Donc pourquoi, avec le bagage que t'avais, avoir forcément choisi le cinéma? Pourquoi t'as développé une chaîne autour du cinéma alors qu'avec des connaissances en audiovisuel, on peut à peu près tout faire maintenant sur YouTube? Bah, la base de la chaîne YouTube, la base de base, c'était vraiment parce que déjà, je voulais un peu démocratiser les métiers du cinéma à la base. Parce que j'arrive pas à en parler autour de moi, quoi. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis je suis premier assistant caméra, personne ne sait ce que ça veut dire. C'est compliqué de bien l'expliquer en face parce que en fait ça prend 3 plombes à t'expliquer vraiment ce que tu fais. Ils disent mais comment ça tu fais le point, y a pas d'autofocus, enfin bref, t'as plein de trucs, aspects techniques qui sont à des années-lumière des gens, c'est normal, hein, c'est assez, c'est
pas sectaire, mais c'est très réservé à un truc, c'est pas démocratisé. C'est une niche, ouais. C'est une niche. Donc du coup, moi à la base, la chaîne YouTube était surtout pour ça. C'était vraiment pour montrer aux gens comment ça se passait sur un plateau de tournage professionnel, pour montrer que c'est énormément de travail, c'est énormément d'organisation, euh, beaucoup de travail physique, mais aussi psychique selon les métiers. Donc à la base, c'était ça que je voulais faire sur cette chaîne. Mais au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas aussi parler un peu de cinéma tout court, de culture, parce que justement, moi je défends maintenant un peu ce truc où je trouve que le cinéma français est très peu représenté aujourd'hui. Je voulais aussi parler un peu de politique, donc mélanger un peu ça, et montrer en fait aux gens que ouais, il y a toujours un aspect derrière politique avec le cinéma français, de ce que le cinéma américain a vraiment fait au cinéma français. Tout ça, je voulais après en parler sur la chaîne. Et je me suis dit, en plus de faire du coup des vidéos assez didactiques sur les métiers du cinéma, qui finalement vont pas forcément plus marcher que les autres, parce que c'est encore une fois réservé à une niche, et ceux qui s'y intéressent sont assez mineurs, je pense. Mais voilà, il y a eu ça après qui a voulu... j'ai voulu... comment dire J'ai voulu ouais, ouvrir un peu plus large sur la chaîne YouTube et parler de cinéma plus en profondeur et des médias un peu, que je n'ai pas encore trop eu l'occasion de traiter encore sur la chaîne, mais parler aussi des médias français parce que pour moi il y a un vrai problème là-dessus et je voulais ouais, essayer d'en parler aussi comme ça calmement sur ma chaîne. Ok. Bah écoute, justement là je parlais de ce que le cinéma américain a fait au cinéma français. Est-ce que tu as une lecture particulière de l'évolution du cinéma français à travers les âges justement? Bah justement, c'est assez riche en fait. Le cinéma français, déjà c'est nous qui en sommes un peu à l'origine avec les frères Lumière et tout, même s'il y a encore des débats, machin. On a eu Georges Méliès et tout. On a eu des réalisateurs au début au début du XXe siècle qui ont vraiment apporté beaucoup à l'image et à l'industrie du cinéma. Donc le principe de la photo qui bouge, tout ça, ça vient de France déjà. Et dans l'histoire, il y a eu plusieurs mouvements cinématographiques qui ont vraiment participé déjà politiquement au pays, je pense, et qui ont vraiment mis en lumière des aspects politiques, mais aussi artistiques de ce que pouvait apporter une œuvre cinématographique. Au début, c'était très expérimental, trop bien, on voit une photo bouger, c'est cool, mais on avait un moyen de raconter une histoire. Et le cinéma français a vachement développé ça dans les années 20-30, avec l'arrivée du cinéma parlant et tout, pour d'abord montrer une image assez communiste, je veux dire. Le réalisme poétique, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur la façon dont le cinéma français touchait en fait les gens les plus pauvres à cette époque-là. Il y a vraiment eu un système très politique à la base, qui est devenu ensuite très artistique, parce qu'on s'est rendu compte que les moyens étaient tellement illimités qu'on pouvait un peu raconter tout et n'importe quoi par l'image. Donc le cinéma français, il a eu cette période très prolétaire, on va dire, très ancrée, très carrée et tout. Puis est venue la nouvelle vague dans les années 60, où tu as eu plus cette volonté de faire un peu plus n'importe quoi, prendre une caméra et aller tourner un peu en bordel. Ça va bien avec le contexte de l'époque aussi historique et politique, avec cette volonté de casser un peu les codes de tout ce qu'il y avait dans les années 30, 40, 50. Donc l'aspect politique, l'aspect artistique que ça apportait, qui est très riche, je trouve, et ça a donné lieu aussi à des vedettes qu'on connaît, comme Jean Gabin, Belmondo, qui ont vraiment participé aussi à ça, qui n'étaient pas vraiment des vedettes comme le système américain l'a créé, parce que pour moi c'est le système américain qui a créé le système de vedettes, mais il y a eu une écriture en fait historique, et un peu comme tout, hein, comme la peinture, comme la musique, qui ont tout le temps créé des changements fondamentaux dans la vision, la façon de voir l'art en fait dans le cinéma. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire du cinéma français, parce que l'histoire du cinéma français, en parallèle, décrit pas mal l'histoire tout court de France du XXe siècle. Et moi, je trouve ça hyper intéressant pour comprendre un peu les contextes sociaux de maintenant, voir les différences qu'il y avait à l'époque, de ce qu'on pouvait traiter, etc. Et je trouve ça tellement riche que du coup, je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas plus sur YouTube, quoi. Bah, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Justement, si le cinéma permet de mettre en lumière certains phénomènes d'ordre politique, est-ce que les phénomènes politiques, eux, nuisent pas parfois à la compréhension de certaines œuvres cinématographiques? Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses et est-ce qu'on doit séparer une œuvre de son contexte? Bonne question. Moi, je pars du principe que tout film est politique,
dans le sens où peu importe le sujet que tu vas aborder dans un film, que ce soit une comédie absurde ou un thriller d'horreur par exemple, même un film d'horreur, chaque film il ancre son récit dans une politique, tu vois. Genre, même un film fantastique a sa politique, qu'elle doit être cohérente. Si ton univers politique, la loi t'oblige à marcher sur les mains, bah le film il va te faire marcher sur les mains. Mais tu vas pas trouver ça incohérent, c'est juste la politique du film qui va te donner ça. Donc tout film est politique, et pour autant, moi j'estime qu'il faut pas tout politiser, parce que quand on politise un film, on est forcément influencé par nos biais idéologiques. Donc je pense ça détruit pas un film, mais ça peut te mener à tort sur la vision d'un réalisateur, parce qu'un réalisateur peut très bien aussi être biaisé par son idéologie quand il crée un film. Mais il faut faire attention, je pense qu'il faut prendre le recul à chaque fois de ce qu'une œuvre va te proposer politiquement, parce que ça peut très bien être une œuvre qui va critiquer quelque chose ouvertement, je sais pas, sur l'agriculture. Je prends souvent comme exemple La Nuée, qui est un film qui est sorti il y a pas longtemps, qui est un film fantastique d'horreur, Film français. qui est un film français bien sûr, qui est une toile de fond sur la misère dans l'agriculture. La misère de l'agriculture, elle est pas de gauche ou de droite, c'est une misère qui est factuelle. Et c'est un peu pareil plus récemment pour Bac Nord, qui a suscité pas mal de polémiques, où t'en avais qui disaient que c'était un film de droite, d'autres un film de gauche. Moi je pense que quand tu prends le film en tant que tel, tu vois que le mec filme la misère des quartiers nord, la dangerosité des quartiers nord, et disons le manque de moyens qu'a la police pour essayer d'y parvenir, tu vois. Alors même si il prend en partie un peu du côté des policiers, il n'y a rien qui permet de te dire si le film est de droite ou de gauche, ou il promeut la droite ou il promeut la gauche. C'est ton biais idéologique qui va te faire dire ça, et moi je pense qu'il faut faire un peu attention. Alors pour être assez juste avec la critique, il me semble qu'une des critiques qui a beaucoup été faite à Bac Nord, c'est justement le fait que la réalité des quartiers nord aurait pas été vraiment représentée. Après moi, je peux pas donner mon avis là-dessus parce que tout simplement, j'ai jamais été dans les quartiers nord, donc j'en sais rien en fait. Ouais. Je vais peut-être y aller bientôt, on ira peut-être pour la chaîne bientôt, mais pour l'instant, j'en sais rien, donc j'ai rien à dire. Mais ouais, il me semble que c'est surtout ça qui a été reproché, de pas vraiment montrer la réalité du quartier en soi et de le rendre un petit peu plus dangereux qu'il était. Ouais, moi j'ai un peu de mal avec ce genre d'argument parce que je le trouve pas si extrême que ça. Moi non plus. Et je fais confiance, en fait, c'est peut-être un peu aveugle, mais moi je fais confiance vraiment à la liberté artistique du réalisateur et de la vision que lui, parce qu'après il en a parlé forcément le réalisateur aussi derrière cette polémique, et je fais confiance à son honnêteté et à ce que lui a voulu apporter au film, que ce que les gens peuvent en dire par rapport au fait qu'ils sont peut-être complètement... Puis c'est un gars de là-bas. c'est un gars de là-bas, et puis lui, il estime que les réponses à apporter à ce film-là sont sociales. Alors on peut en discuter, hein, il n'a pas la solution peut-être forcément idéale pour réagir à ce qui se passe là-bas, mais je fais confiance au fait que lui, il avait un point de vue là-dessus qui, à mon avis, était plus de gauche. Il pose un sujet qui est plus social, du coup, qui, à mon avis, le social devrait englober aussi à peu près tout le monde. Et je pense qu'après, la réponse à donner à ce problème peut être une réponse qui est plus de gauche ou plus de droite. Ça, c'est un truc qu'encore une fois, on peut débattre. Et lui, dans le film, il en propose pas de réponse. C'est juste, il pose le problème pour qu'on puisse être sensibilisé, parce il avait envie de faire aussi un film d'action. Moi, je trouve que le film porte plus à un film d'action qu'à un film vraiment politique. Et n'importe qui, en fait, peut avoir son biais idéologique derrière. Et je trouve que parfois, ça peut nuire, effectivement, à un film. Pour autant, ça peut lui donner aussi une raison d'exister. Je repense au réalisme poétique, qui était un cinéma qu'on peut estimer peut-être plus de gauche, dans le sens où il était très souvent représenté par justement le système prolétaire, le système ouvrier. Mais dans les films, je veux dire, c'était tellement universel de parler de ce domaine-là. On parlait très peu d'histoire de bourgeoisie. Politiser un film, ça nuit forcément un peu à son côté artistique et à ce qu'il veut évoquer. C'est comme pour les films fantastiques. Je reprends l'exemple du Seigneur des Anneaux ou des films d'heroic fantasy qui se basent sur une époque médiévale, féodale. Très souvent, ça va être récupéré politiquement pour justifier le fait que c'est pas un film de gauche, quoi, par exemple. C'est un film de droite parce que ça a des valeurs médiévales et féodales. Je trouve ça dommage. C'est surtout très stupide, hein, surtout quand ouais. si on parle du Seigneur des Anneaux, déjà c'est pas féodal, c'est pas ancré dans la réalité. Puis c'est une ode au manichéisme. D'ailleurs, ce serait pas si beau et si pertinent si ça parlait pas de manichéisme. Tu vois, ça, Oui, je pense, ouais. pas vraiment Je pense. de rapport. Dans ce sens-là, du coup, le film est assez facile, dans le sens où t'as vraiment le domaine méchant et le domaine gentil. Et
pour moi, c'est vraiment, vu que c'est de l'heroic fantasy, ça pousse à un divertissement qui est universel. Donc, du coup, tu peux lui donner n'importe quel message politique. Les gens aiment Le Seigneur des Anneaux parce que c'est fait pour être, voilà, c'est fait pour être plu par un maximum de personnes. Un peu comme toutes les grosses productions hollywoodiennes, mais je sais pas si on va peut-être en venir plus tard. Mais Un petit peu. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'il y a une frontière entre engagement et propagande? Et est-ce que tu penses qu'il y a des bons films de propagande? je pense qu'il y a des bons films de propagande parce que, au-delà de tout l'aspect politique que peut proposer un film, il y a vraiment la prestation artistique derrière. De ce que va véhiculer en fait le film à travers toi, ce qu'il va te proposer comme ressenti, que ça soit de la joie, de la douleur, de l'étrangeté, de la peur et tout. Et moi je pense qu'il y a des bons films là-dessus artistiques de propagande. Je prenais l'exemple de films de propagande nazie ou de propagande de l'URSS par exemple, dans l'histoire, qui étaient des films qui avaient vraiment pour unique but de faire cette propagande politique, mais qui était extrêmement bien foutu artistiquement et cinématographiquement parlant, qui était hyper intéressant à analyser. Et ça, c'est quelque chose dont les gens ne se rendent plus trop compte maintenant, mais le cinéma, il a une démarche artistique, donc du coup, tous les plans que tu, à la base, quand tu fais un film, sont réfléchis à l'avance pour qu'ils puissent exprimer quelque chose, pour qu'ils puissent te donner un feeling ou une émotion. C'est le but un peu de l'art, c'est d'essayer de te sortir un peu de ton confort pour te présenter quelque chose qui va peut-être te choquer, peut-être te marquer, ou tu vas trouver ça super, tu vas trouver ça bizarre. Tu vois, il y a tout un système, tout un vocabulaire, en fait, un champ lexical dans le cinéma qui est technique, qui en fait donne lieu à des plans, à une mise en scène qui va te frapper, tu vois. Et la propagande nazie et la propagande du RSS à l'époque, par exemple, s'en servaient beaucoup justement de ces révolutions techniques qu'on pouvait avoir, comme le fait, le parlant, c'était un peu avant la Seconde Guerre mondiale, mais où tu avais ce truc où tu disais que le film était vachement intéressant à ce niveau-là parce qu'il avait vraiment des révolutions techniques cinématographiques où tu disais mais comment il a fait ça? Je repense à un film des années 60 qui s'appelle Seuil Kuba, dont le plan séquence est assez connu sur internet parce que c'est un plan séquence qui se passe dans les années 60 où tu as un plan qui part d'en bas d'une foule immense qui monte comme ça, où tu as la caméra qui atterrit sur un fil tout en haut, qui continue à cadrer, qui continue à filmer. Le plan, il est incroyable là-dessus. Et en plus d'être incroyable techniquement, il te donne quelque chose, il te donne un message, il te donne une émotion sur la foule qu'il y a, sur la révolution qui se passe, sur la manifestation, sur comment se passait, comment se comportait la population à cette époque-là. Tous ces trucs-là, je vois pas ça comme de la branlette, tu vois. T'en as qui peuvent voir ça un peu comme de la branlette intellectuelle, mais je pense que un film, ça a cet intérêt-là artistique. Si le réalisateur décide de poser un plan comme ça pendant 20 secondes, où t'as l'impression qu'il se passe rien, où t'as juste un mec qui marche, il veut te marquer, il veut te montrer quelque chose. Tu parlais pas justement d'un film, je sais plus quel film tu parlais, mais où t'as un plan comme ça où deux personnes marchent sur un trottoir et tout le long, en fait, dans le background, Ouais. il y a une espèce de frise, en fait. Ouais, c'est ça. C'est sur Le Redoutable, un film sur Godard, qui était un réalisateur de la Nouvelle Vague. Je suis pas fan du film, je t'avoue, mais je trouvais que c'était un bon exemple en fait de montrer ce qu'un plan effectivement dans le plus explicitement possible, parce que là c'est assez explicite, Très explicite. c'est très explicite sur ce qu'un plan pouvait raconter, quoi. C'est-à-dire que du coup on décide pas de faire un plan sur un mec qui parle et un plan sur l'autre qui parle, on suit vraiment deux mecs qui suivent avec le message derrière qui est très contradictoire, pas très opposé plutôt à ce qu'ils sont en train de se raconter. Tu me disais que t'aimais Scorsese tout à l'heure, il y a un plan dans Les Affranchis, c'est le fameux travelling là où il rentre dans le resto, tu vois. Celui-là, je trouve qu'il raconte tout, il raconte le film quasiment. Oui. En fait. Et c'est assez. Ouais, c'est vrai que tu peux. Si tu regardes. Après, moi, c'est un film que j'ai regardé au moins 10 000 fois. Les Affranchis? Ah bah oui, c'est un très bon film, ouais. Mais voilà, quoi, Là-dessus, pareil, je trouve que c'est un très bon exemple, ouais, pour ce que Scorsese va chercher à raconter dans ses plans. Tu vois, c'est pour ça qu'on arrive à distinguer une mise en scène d'un réalisateur. On dit que c'est une mise en scène à la Tarantino, une mise en scène à la Scorsese, parce qu'ils ont développé un peu ce truc-là. Ils ont développé leur façon de raconter une histoire, qui parfois peut être ratée, qui parfois peut être caricaturale. En reprenant quand même quelques codes, parce que ça s'inspire quand même de trucs là. Enfin, je pense que Scorsese ou Tarantino, ce genre de personnes-là qui ont cassé beaucoup de codes, sont quand même inspirés de mecs comme Leone, ou enfin Sergio Leone, et d'autres réalisateurs un peu plus. Ouais.
Oui, oui, en fait, voilà, c'est parce que c'est ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est que le cinéma, en fait, a déjà tout prouvé maintenant. Donc du coup, toutes les grandes personnalités maintenant, tous les grands réalisateurs qu'on connaît, se sont inspirés effectivement d'autres réalisateurs, qui se sont inspirés d'autres réalisateurs. Tout ça, c'est du copier-coller. C'est juste C'est comme des samples en fait. C'est un peu, oui, c'est un peu comme si tu samplais une façon de faire pour la faire un peu à ta sauce. Et c'est plus dans le contexte historique que tu vois qui casse les codes. Tarantino, il a cassé les codes d'un aspect qui commençait à être très marketeux aux États-Unis. Mais sa façon de faire a été effectivement inspirée par une autre façon de faire que lui, il aimait bien. Je crois qu'il est fan du cinéma de John Cassavetes, qui est un réalisateur américain des années 60-70. John Ford aussi, c'est un grand fan. Donc, on est tous inspirés, tous les réalisateurs sont inspirés d'autres réalisateurs jusqu'à ce qu'on en revienne au début, quoi. Et c'est pas quelque chose de mal. C'est normal, en fait, parce que tout a été fait. C'est juste la façon, en fait, dont tu vas raconter ton message. Moi, j'apporte beaucoup aussi d'intérêt, forcément, au scénar aussi, qui va être, à l'histoire qui va être racontée. Et surtout sur la façon dont, oui, il va choisir de mettre ça en scène. Est-ce qu'il va rendre ça, expressément, dur à regarder, dans le sens où ça va être peut-être un peu long, un peu chiant. Il y a un cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Bruno Dumont, qui est un réalisateur français qui est assez controversé dans l'opinion générale parce que c'est un réalisateur qui prend beaucoup de temps à poser ses plans et à filmer les acteurs sans beaucoup de dialogue, qui en plus sont pas professionnels. Donc du coup, tu as ce décalage un peu du non-jeu, mais que moi je trouve extrêmement touchant dans la façon dont il raconte son histoire, qui est un postulat assez basique. Hein. On va reprendre l'exemple d'un film qui s'appelle Flandre, où tu as un mec du Nord qui va devoir partir en guerre, qui revient et il est transformé parce que la guerre l'a corrompu, enfin, pas l'a corrompu, mais l'a transformé un peu en monstre. Postulat assez simple, assez basique. Mais la façon dont il va te raconter cette histoire, dans sa mise en scène pareil, où tu as les plans qui sont très posés, très larges, où il se passe pas grand-chose, mais il se passe pas grand-chose dans les dialogues, mais il se passe beaucoup de choses dans les regards, etc. Du coup, ouais, c'est très personnel comme mise en scène, c'est très spécifique. Et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de faire un truc pompé un peu à l'américaine, où tu vas raconter ça de manière un peu héroïque, de manière un peu plus basique, un peu plus répétitive. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant, et c'est un film qui, moi, me marque après pendant peut-être 3, 4, 5, 6 jours, pour la façon dont il a raconté cette histoire avec des acteurs qui n'étaient pas professionnels, et cette mise en scène, qui est très spécifique à Bruno Dumont, qui est assez repoussante au début, parce que vraiment, c'est pas habituel, mais je pense qu'il faut se forcer un petit peu à la base, je pense. C'est ce que je disais dans une autre vidéo, c'est que quand tu es habitué à un système américain, c'est difficile au début d'essayer de trouver ton bonheur dans du cinéma français d'auteur, parce que c'est pas du tout les mêmes codes. Chaque réalisateur a sa façon de faire différente. Donc du coup, tu peux être un peu... Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai vraiment commencé à bouffer du cinéma français. Au début, je trouvais ça un peu repoussant, parce que j'étais en mode, c'est bizarre, je me fais chier, j'arrive pas trop à rentrer dans le truc. Mais au fur et à mesure, j'ai fini par trouver l'intérêt qu'il y avait et la richesse qu'il y avait dans tous les réalisateurs qu'on a et dans tous les messages qu'on peut trouver dans les réalisateurs et dans les films, quoi. Ok. Et donc du coup, sur la frontière entre engagement et propagande, Oui, ouais. est-ce que tu penses que vraiment il y a une frontière délimitée, ou est-ce que vraiment on est dans la nuance sur un spectrum, comme diraient les Américains? Bah, faut définir engagé, je pense, parce qu'un film engagé... Est-ce qu'il y a un film qui n'est pas engagé déjà? Bon, À part Avengers. Par Avengers. Non, moi je pense que il y a un engagement artistique, tu vois, à la base. Le mec a une histoire qui le tient à cœur. Ça peut être une histoire personnelle, tu vois, d'amour, de deuil, machin, qui n'est pas forcément directement politique. Donc à partir de là, oui, moi je pense que tout film est engagé dans le sens où un mec veut écrire une histoire, il veut faire un film parce qu'il a un engagement, il a une volonté de le faire. Tu vois, que ça le touche personnellement, politiquement. Je pense que oui, il y a un engagement là-dessus, tu vois. Politique, pas forcément, oui, je pense pas. Du point de vue du réalisateur. Après, je pense que, voilà, comme je disais, tout film est politique, parce qu'il inscrit son film dans une société, mais l'engagement ne l'est pas forcément. Tu peux faire un film parce que, voilà, je sais pas, oui, t'as subi un moment difficile dans ta vie, et t'as envie de le raconter dans un film. Il y a pas d'engagement politique, là, c'est vraiment très personnel. Et la façon dont tu vas le raconter, ça va être un engagement artistique. Tu vas pas vouloir faire comme 3000 films romantiques, par exemple. Donc je pense que là-dessus,
C'est pour ça que ouais, il y a quand même une grosse différence même dans l'engagement politique et la propagande. Parce qu'un film, je pense, engagé politiquement, va explicitement montrer son message, va voir ce qu'il a envie de raconter, alors que la propagande, ça va pas le cacher non plus, et ça va être un film qui va mettre en avant une idéologie politique, tu vois. Mhm. Alors qu'un engagement politique, c'est pas la même chose, c'est-à-dire il va contester quelque chose, je pense. Ok. Un film de propagande ne va pas contester quelque chose, il va justement mettre en avant une façon de faire. Mhm. Et autant c'était assez évident dans l'histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, les films de propagande, autant aujourd'hui, il y a plus de films d'engagement politique que des films de propagande, je trouve. Ok. Alors, au niveau des financements, Ouais. pour le cinéma français, comment ça se passe? Les boîtes de prod, le CNC, comment ça se goupille? Alors, bah, je vais faire assez gros, mais en gros, un réalisateur a une idée, il va chercher, du coup, il a une idée, il a envie d'écrire un film, il a envie de le réaliser, il a une histoire. Il va du coup rencontrer un producteur, et ce producteur, c'est pas lui qui va donner les sous. Ce producteur, en général, il a une démarche artistique avec le réalisateur où il va se dire, bah, trop bien, ton truc, viens, on va chercher des financements. C'est comme ça que ça part à la base. Les financements, on les trouve pas forcément au CNC, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le CNC, c'est juste un centre qui va te donner des aides pour financer ton projet. C'est une sorte de signature où, en gros, tu vas aller chercher des financements. Si on te dit que tu as le soutien du CNC, en général, ça marche mieux parce que les gens vont plus, les productions, les boîtes de production vont plus financer un projet qui est soutenu par quelque chose comme le CNC, tu vois. Mais c'est pas le CNC qui va forcément directement donner l'argent ou qui donne l'accord de la production du film. Tu as des films qui sortent au ciné qui n'ont pas le soutien du CNC, tu vois. Donc ça, c'est une idée reçue, faut faire un peu gaffe. Je sais qu'on entend souvent le truc de dire que c'est le CNC qui décide ou pas de quel film doit être fait ou pas, c'est pas vrai. Et dès qu'on a cette signature, du coup, le CNC, effectivement, peut te proposer des aides pour écrire le scénario. Donc, il va engager un scénariste, si toi, tu sais pas écrire, par exemple. Et une fois que ça, c'est fait, le producteur, son métier, son objectif, c'est d'aller justement trouver les financements. Les financements, il va les trouver soit dans les aides régionales. Si ton film se passe en Bourgogne, il va aller en Bourgogne pour essayer de choper les aides de la région. Et la région va accepter. En échange de ça, il faut aller tourner là-bas. Il faut mettre en avant peut-être une infrastructure, tu vois, un truc. C'est cool. Voilà, t'as ça. T'as les chaînes télé, évidemment. Les chaînes télé, c'est le principal. C'est le plus gros des productions cinématographiques. Parce que justement, ils ont un ayant droit quand ils produisent le film sur la diffusion après sur leur Au émission. bout de 4 mois, ça. C'est ça, ouais. Canal+, c'est le premier, La en sortie général. DVD, quoi. C'est En même temps que la sortie DVD, quoi. C'est ça, ouais, voilà. VOD et tout. Donc le CNC là-dessus, pas CNC, Canal+, est numéro 1 là-dessus. Mais il y a France 2, il y a France Télé, il y a M6, machin, voilà. Et eux, ils ont un ayant droit, du coup, en particulier. Le truc, c'est qu'ils ont des contreparties aussi. France Télé, par exemple, les films de Bruno Dumont n'ont jamais été produits par France Télé parce que c'est trop borderline. France Télé, eux, ils veulent un film qui est Carré. dans les lignes, quoi. C'est-à-dire, j'allais dire bien pensant, pas bien pensant, mais hyper basique, quoi. Dans leur ligne, quoi. Un truc, voilà, dans la ligne où ça critique pas trop le gouvernement, c'est pas trop sale, c'est pas trop chiant. Voilà, il y a ce truc un peu de cahier des charges, un peu nul, je trouve. Mais t'as ça, sinon t'as Arte, qui est une chaîne télé assez particulière parce que c'est une société vraiment de financement cinématographique, Arte. Okay. Donc du coup, tu peux directement parler à eux pour aller financer ton projet. Donc eux, ils ont un ayant droit forcément aussi sur la diffusion du film, mais ils ont pas de cahier des charges, tu vois, énorme sur comment doit être ton film, quoi. Canal+, c'est un peu pareil. Ça, c'est vraiment le plus gros. Hein. Après, t'as les aides régionales. Après, t'as la BNP Paribas, par exemple, qui est une société aussi de financement cinématographique, qui est une des banques qui propose des financements là-dessus. C'est comme ça que ça se passe, en gros. C'est comme ça que ça se goupille. C'est comme ça que tu arrives à récupérer un budget et que tu arrives à faire le film en France. Ok, d'accord. Et donc, récemment, tu as parlé des majors dans le cinéma américain. Donc, est-ce que on va pas de plus en plus vers une américanisation des financements? Parce que là, par exemple, tu parlais comment pas de la BNP avant, tu parlais de Arte, non, juste avant Arte, pardon.
On parlait de... France Télé, le cahier des charges. Oui, voilà. Est-ce que ouais. au final, ça ressemble pas, le cahier des charges, ça ressemble pas à ce que peuvent faire des boîtes de prod aux États-Unis Si, complètement. Complètement. Après, je pense pas que France Télé en est à ce stade-là. espèce de puritanisme. C'est oui, ouais. France Télé, je pense pas qu'ils en aient à ce stade-là. Parce qu'ils gardent quand même, ils laissent quand même une liberté artistique au réal. C'est juste qu'à la base, t'as un cahier des charges, tu vois. C'est un peu le truc de base. C'est un peu comme Netflix qui a aussi un cahier des charges purement technique. Ils veulent pas que leur film soit tourné autrement qu'en 4K. Ok. Pourquoi, je sais pas, mais voilà, ils veulent pas. France Télé, c'est un peu pareil. Peut-être au niveau du stockage, non? La plateforme doit avoir des serveurs. Peut-être, je sais ouais. pas, Il y a un truc un peu étrange là-dessus. Pareil, qui ont des messages aussi, ils veulent pas que ça soit trop borderline. Donc t'as ce truc un peu aussi avec Netflix. France Télé a ce truc-là, mais il laisse quand même la liberté artistique aux réalisateurs. Il y a eu des très bons films français qui sont sortis cette année, qui ont été financés par France Télé. C'est pas un blocage à la qualité cinématographique, je trouve, moi, en tout cas. C'est juste que je trouve ça un peu dommage qu'il y ait forcément un cahier des charges, parce qu'il faut que ça plaise à un public, tu vois, en particulier sur France Télé, qui est quand même très axé vers les 50, 75 ans, qui du coup n'aime pas trop les trucs un peu vénères, un peu bizarres, un peu étranges, quoi. Ok. Alors, Guillaume, selon toi, on a la question dure. Quel est le rôle que devrait avoir le cinéma au sein de la société française? Moi, je pense qu'il faut repartir un peu de zéro, en fait, sur la façon dont on voit le cinéma français. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma français, il est complètement effacé par les grosses productions hollywoodiennes et par aussi ces comédies un peu potaches de bourgeois qui font en général beaucoup de vues depuis 2008. Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu? Voilà. Et je pense que ça a été démocratisé avec Bienvenue chez les Ch'tis, qui avait eu un succès phénoménal en France. Et avant ça, il n'y avait pas eu il y avait pas tant eu que ça des gros succès de comédie française. Enfin, les Français ont toujours adoré les comédies. La Chèvre, dans les années 80, ça a eu un succès de ouf aussi. Mais là, on est rentré dans une période difficile parce que dans les années 80-90, c'est ce que j'explique un peu dans ma vidéo, les patrons d'exploitants de salles se sont vraiment mis à bouffer et à accepter plein de films américains parce qu'on leur proposait un budget très sympa pour la publicité. Du coup, il y avait beaucoup de films français qui disparaissaient un peu au fond. Et en fait, aujourd'hui, sur Internet, sur YouTube et tout, je pense qu'il y a une grande majeure partie des gens qui sont nés dans les années 80-90, qui du coup ont gobé et ont vraiment bouffé, en fait, comme moi j'ai bouffé d'ailleurs quand j'étais plus jeune, cette façon de faire à l'américaine. Sauf que cette façon de faire à l'américaine, il y a une époque où c'était pas trop encore dérangeant, parce que tu pouvais encore avoir des jeunes réalisateurs qui venaient péter le truc. Ça a été le cas pour Tarantino, justement. Grâce à Pulp Fiction, il s'est démarqué à cette époque-là d'un système qui commençait déjà un peu à s'uniformiser. Et parce que oui, voilà, pour moi, il devait y avoir une liberté artistique pour tout. Et du coup, voilà, en ce qui concerne le cinéma français, du coup, tu regardes la liste des films qui ont fait le plus d'entrées en France cette année. T'as le James Bond, t'as les 3 Marvel, t'as tous les super grosses productions hollywoodiennes. Et moi, c'est un truc qui me gêne un peu, parce que du coup, ça uniformise une façon de faire, qui fait que quand tu vas regarder un film français, qui va te proposer un truc un peu plus dramatique, ou même un peu plus comique, mais absurde, bah tu vas pas forcément être attiré, tu vas te dire que c'est un cinéma réservé uniquement aux cinéphiles. Et moi, c'est ce que je vais essayer de montrer un peu avec ma chaîne YouTube aussi, c'est que on peut totalement adorer des films français de réalisateurs pas forcément très connus, ou qui sont dans une sphère de cinéphiles élitistes, on va dire, qui en fait sont totalement accessibles pour tout le monde, pour qui prend le temps de lui donner sa chance, en fait. Le problème, c'est que maintenant, on donne plus trop sa chance à ces films-là, tu vois. On va être prêt à payer plus 10 € pour aller voir une super production hollywoodienne. C'est ce qui va fonctionner, c'est ce qui va faire parler d'elle de ouf sur Internet. Puis comme tu disais, il y a un problème de mise en avant. Je vais être totalement honnête avec toi, mais les 3 quarts du temps, quand toi tu vas présenter sur ta chaîne des films français récents, ou Anna le Génocide, quand il va parler de films français récents, je les connais pas. J'en ai pas entendu parler de leur sortie en fait. Et c'est assez triste. Bon, après, vous me faites découvrir des trucs du coup. Mais Bah, c'est un peu le but, je pense, je pense que c'est un peu son but à lui aussi, hein, d'essayer de vous faire découvrir des films ou des choses pour que ça puisse justement ne pas rester dans une ligne vraiment juste comme si c'était réservé uniquement
aux adeptes du cinéma. Moi, je pense que le cinéma français, c'est un des plus importants aujourd'hui parce que grâce à son système de financement qui reste quand même assez léger en termes de cahier des charges par rapport à d'autres pays, ça permet d'avoir une liberté artistique plus grande pour, euh, pour faire un peu tout et n'importe quoi. Moi, après, ce que je reproche au cinéma français aujourd'hui, c'est que justement, il s'est enterré de ouf. Les institutions se sont enterrées parce qu'ils ont accepté beaucoup de productions hollywoodiennes, ce qui fait que maintenant, bah, c'est très dur pour eux d'essayer de monter un film au box-office C'est en invisibilisé, France. quoi. C'est complètement invisible. Alors que tu as eu des films mais vraiment excellents qui sont sortis cette année ou l'année dernière, qui sont complètement défoncés par soit les comédies archi-populaires, c'est pour ça que on retrouve très souvent cet argument à dire que le cinéma français fait que des comédies de merde. Non, c'est la face de l'iceberg qu'on voit, tu vois. Mais t'as les petites comédies de merde françaises et les grosses productions hollywoodiennes, mais t'as la face cachée où t'as tous ces films français qui sortent. Il y en a eu plus de 350, je crois, en 2019, qui sont pas forcément tous bons, mais qui ont un intérêt à ce qu'on y accorde de l'importance, je pense. Oui, si on a 350, à mon avis, ça m'étonnerait que ce soit tous de la daube. Ouais. Ça fait partie, je trouve, moi, de la culture française et de sa souveraineté un peu cinématographique là-dessus. Et je pense que c'est tout aussi important de le défendre que tout plein d'autres choses, comme notre histoire, comme tout, quoi. Bon, du coup, on fait une série française Game of Thrones. Allez. Ah oui, ça c'est pareil, tu vois, moi, je veux bien faire une série historique française, d'ailleurs ça existe, ça s'appelle Les Rois Maudits, qui est vachement bien d'ailleurs, qui est plutôt pas mal. Et moi je suis ok pour faire une série où t'as les moyens de mettre... on parle souvent de l'histoire de France, on pense que ça devrait être réhabilité ou être remis à jour dans le cinéma. Moi je suis carrément d'accord pour qu'on fasse des films, plus souvent des films historiques. Le truc c'est que, à l'inverse des Américains qui pompent très souvent les histoires des autres justement et qui font après un film à leur sauce, qui ont du coup uniformisé ce message hyper individu de ce mec qui a des énormes bras et qui va faire comme ça héroïque avec une musique machin. Ça devient maintenant impossible d'imaginer un film soit de super-héros soit historique fait d'une autre façon. On va trouver ça tous quoi, tu vois. Alors que moi je pense que t'as des films historiques qui sont excellents comme Jeanne d'Arc de Jacques Rivette que je trouve hyper intéressant là-dessus, bien qu'effectivement il pose sa mise en scène, il y a plus de lenteur, c'est un peu plus spécial, mais je trouve que t'en apprends vachement plus, et que c'est vachement plus riche, en termes purement cinématographiques, de ce que tu vas ressentir toi, qu'un film, on va dire, à la Jeanne d'Arc de Luc Besson, par exemple, que moi je trouve vraiment nul, tu vois. T'apprends pas grand-chose. C'est Besson, voilà. Mais du coup, est-ce que ce serait pas ce genre d'attitude-là, de dire il faut qu'on fasse un Game of Thrones français? Est-ce que ce serait pas le reflet, justement, du délire, en fait, de la nouvelle droite, un petit peu, quoi? Est-ce qu'on n'est pas face, justement, à l'incohérence, au biais de certaines personnes là, à droite, qui veulent, justement, comme tu dis, faire un film pour promouvoir la France, Ouais. sans ancrer cette chose dans les codes français du cinéma? C'est ça, ouais, effectivement, moi, je trouve ça assez contradictoire. Est-ce que c'est pas un reflet, tu penses, qui est carrément sociétal, en fait? Genre, les gens veulent la France, mais une France qui est pas vraiment la France. Moi, je pense que comme ils disent, en fait, en général, ces mecs-là, c'est qu'ils ont eu l'impression d'avoir été insultés en permanence par le cinéma français des années 80-90. Moi, je pense pas. Je pense que c'est plus le fait que, justement, il y a eu l'évolution du cinéma, qui fait que avant le cinéma, disons, de la nouvelle vague des années post-60-70, t'avais un cinéma qui était un peu plus, on va dire, de droite, entre guillemets, dans le sens où t'avais un cinéma qui se mettait à poser des individus en avant. T'avais ce truc où oui, tu mettais une personnalité en avant comme Belmondo, par exemple, aussi à une époque, où effectivement, il enchaînait les films, et les gens allaient au cinéma parce qu'ils voulaient voir Belmondo plus que le film avant, tu vois. T'avais un peu ce truc-là. Donc du coup, t'avais cette marque française. Sauf que là où ils se trompent, c'est qu'à mon avis, le cinéma français les a pas trahis en les en les insultant ou quoi. C'est juste qu'ils se sont fait écraser, ils se sont laissés écraser par le système américain, qui fait que du coup, on a eu des mauvais films après français, de pas de très bonne production, comédie potache, des films un peu socialos, bien pensants. Il y en a de plus en plus d'ailleurs aux États-Unis qu'en France actuellement. Ça se développe. Et du coup, ils ont un peu cette impression qu'ils ont été un peu zappés. Le problème, c'est que maintenant, voilà, ils défendent une époque historique unique, qui est l'époque médiévale, alors que l'histoire de France, elle est immense. Il n'y a pas que l'époque médiévale. Et le pire, c'est que oui, effectivement, comme tu dis, ils veulent faire ça avec une sauce à l'américaine.
C'est-à-dire qu'ils veulent un Napoléon à la Gladiator, tu vois. Et moi, je trouve qu'effectivement, c'est un problème parce que tu pompes du coup une recette américaine pour l'adopter dans ton film français, sauf qu'on n'a pas les moyens de faire ça. Et c'est pas grave. Moi, je pense qu'on peut faire des films français qui sont en général très coûteux quand c'est historique. Forcément, ça coûte cher de faire des costumes, ça coûte cher de louer des lieux historiques, ça coûte cher de faire potentiellement des effets spéciaux. On n'a pas les moyens qu'on a aux États-Unis. Mais par contre, on peut lui garder une liberté artistique pour que le mec puisse faire un film historique cohérent, qui soit bon par rapport à l'histoire de France, tout en délivrant peut-être un message un peu plus moderne, hein. Rien n'est interdit, on peut faire ça bien, tu vois. Oui, surtout qu'à moins de vraiment adapter à Donf le roman national, on n'aura pas forcément besoin d'effets spéciaux pour la... Voilà. Ça devrait aller. C'est- Tu avais dit dans ta vidéo, c'est combien le budget d'HBO pour Game of Thrones? 630 millions. On peut pas gober ça. Et C'est un no-go. puis même faire un film, tu vois, qui prône le roman national, pourquoi pas, tu peux si tu veux, tu vois. C'est juste que pour moi, il faut se rendre compte aussi que le budget n'est pas illimité, comme le dit Rieu dans son tweet là, et que c'est extrêmement coûteux de faire un film historique en France, et c'est pas parce que le CNC refuse de les faire. C'est juste que très souvent, les réalisateurs qui veulent en faire un arrivent pas à trouver les moyens. Parce que c'est hyper dur de trouver les moyens actuellement, parce que le cinéma français, du coup, a perdu un peu aussi en baisse, à cause du Covid et à cause du fait que les productions sont pas souvent rentables. C'est plus souvent le cinéma américain qui rapporte des thunes au cinéma français, mais beaucoup moins que si c'était que du cinéma français. Faut s'en rendre compte aussi de ça. Que du coup, c'est quand tu veux faire un film à plus de 12, 13, 14 millions d'euros, ça devient très difficile de financer un film historique. Et je reprends l'exemple souvent de J'accuse, qui est un film historique, hein, sur l'affaire Dreyfus, que je trouve absolument excellent, très bon, qui pour moi prouve on est capable de faire ça sans pomper un truc à l'américaine. Et que moi, cette façon de faire à l'américaine, pour moi, elle est dégradante. Et que ces superproductions de super-héros uniformisent vraiment cette façon de faire. Tu peux pas faire autrement maintenant. Et moi, je trouve ça terrible parce que le cinéma français, à la base, est très riche là-dessus en termes de liberté artistique et je trouve ça dommage, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu as un avis plus largement, on essaie de prendre plus large que le cinéma, sur les effets néfastes que le monde audiovisuel dans sa globalité a sur le débat public? Je veux dire, ce que les médias apportent. Bah oui, parce que les médias, le divertissement, en fait, dans tout ce qui va toi, télé, médias, divertissement, cinéma, tout englobé. Quels effets néfastes, par exemple, je sais que tu as fait une vidéo sur TPMP pour expliquer un peu le drame que c'était dans le débat public. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu épiloguer là-dessus? Bah ouais, c'est effectivement un truc que j'aurais envie de développer sur la chaîne, c'est effectivement parler des émissions, puisque des médias, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en parlent beaucoup déjà de la corruption des médias et de ce qui se cache derrière. Je sais pas si j'ai besoin d'en rajouter une couche là-dessus, mais par contre, les émissions, faut vraiment effectivement se rendre compte que pour moi, ça nuit de ouf à la réflexion et à la suggestion et au doute, quoi. C'est TPMP, moi j'ai pris cet exemple de TPMP parce que c'est l'émission type qui va te faire animer un débat juste dans le but de faire du buzz et d'espérer qu'il y aura des insultes et des réactions. On prend plus le temps, dans plus aucun média télé maintenant, on prend le temps vraiment dans des émissions d'expliquer un sujet, de le remettre dans son contexte, d'expliquer pourquoi il y en a un qui est pour, pourquoi il y en a un qui est contre. Donc moi je trouve ça hyper nocif. Donc j'ai parlé de TPMP, mais j'aimerais un jour parler de Quotidien par exemple, qui n'est pas une émission qui propose des débats, mais qui est une émission pour moi dangereuse parce que de son côté très humoristique à la base qu'elle voulait, ou à la base c'était juste des blagues, elle s'est fait maître en fait de ce qui était bien et de ce qui était mauvais. Donc tout ce que tu vas remettre en question dans le quotidien, eux ils vont se foutre de ta gueule, ils vont dire lol, le mec qui croit ça, c'est un facho, tu vois, en gros Ils grossissent le trait. c'est grossissent le trait de ouf. Et toutes les émissions maintenant font ça. Et moi je trouve ça hyper grave parce que du coup ça stigmatise de ouf tout le monde. Et tous les gens se retrouvent maintenant hyper braqués sur leurs idées. Et plus personne n'ose maintenant, même dans la vie, je pense, exprimer pleinement ses idées en imaginant que ça puisse apporter quelque chose de concret. Bah, disons que c'est un très grand paradoxe d'être dans une société qui prône qui prône vraiment la pluralité et d'avoir zéro pluralité idéologique. Ouais. C'est ça. C'est quand même très triste. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu... c'est bien d'être
de se mettre d'accord sur les désaccords. Exactement. Et je trouve que c'est une bonne phrase parce que on ne prend plus le temps maintenant d'essayer de comprendre les arguments de l'autre pour discuter calmement avec lui. Le but, c'est pas que tu changes forcément d'avis, c'est juste que tu puisses comprendre ce que la vision de l'autre personne. C'est à la base, c'est ça la droite et la gauche. La droite et la gauche, c'est vraiment juste deux visions du monde qui s'opposent. C'est-à-dire que la droite a une vision spécifique et la gauche en a une autre. Et ça a donné lieu à des bouquins, à des œuvres, à des auteurs qui ont essayé d'exprimer ça. Maintenant, on se base plus du tout sur les bases idéologiques et profondes de la droite ou de la gauche, par exemple. C'est vraiment juste des combats de poules, De des rhétorique combats de coq. prémâchée, ouais. Voilà. Et moi, je trouve ça pathétique et je trouve ça grave qu'on mette ça en avant à la télé. Et beaucoup de gens ont beau peut-être être au courant que c'est pas bon. C'est cet argument de dire ouais, c'est de la merde, mais je regarde parce que c'est marrant. Je trouve ça dangereux quand même. Parce que du coup, dès qu'on va te proposer un truc un peu plus approfondi, tu vas pas réussir à tenir. Parce que c'est un truc où il faut que toutes les 5 minutes, il se passe quelque chose. Donc si tu te retrouves avec une discussion où il se passe rien pendant 10 minutes, tu vas décrocher, tu vas dire bouf. Disons que si tu lis oui oui toute la journée, le jour où on va te mettre Hugo dans les mains, c'est un peu ça, voilà. ça va être difficile. C'est un peu ça. J'utilise un peu la métaphore de dire que si tu prends une soupe, tu la bois avec la même recette pendant 10 ans, le jour où tu vas te décider de changer, tu vas la trouver chelou, tu vas la trouver bizarre. Au début, elle va être repoussante, tu vois. Ah, mais il y a du sable là-dedans. Ouais, voilà, c'est un peu chelou. Et c'est pareil pour le cinéma, je trouve, c'est que tu bouffes une soupe en permanence très américaine, et du coup, dès qu'on te fait changer de recette, t'es un peu, c'est chelou. Voilà. Et au début, tu te dis pas que le cinéma, à la base, c'est ça. Tu penses que le cinéma, c'est que du divertissement, c'est que pour s'alléger la tête. Ça peut être ça, oui, bien sûr. Moi, je m'en fous des gens qui s'ils veulent aller voir Avengers et tout, il y a pas de problème. C'est un petit peu innocent comme vision des choses. Mais oui, voilà. Et le cinéma français, quoi qu'on en pense, il a aussi apporté son lot en termes d'histoire, politique et artistique. Et il a fait partie de l'évolution de l'art aussi, tu vois. Et je trouve ça dommage que du coup, là, il soit complètement enfermé et réservé à un public qu'on estime élitiste, alors que pour moi, il peut être accessible pour tout le monde, comme ça peut être pour les livres, pour les peintures, pour tous les autres arts. T'as des choses avec lesquelles tu vas pas être sensible du tout, mais au moins t'auras essayé, et d'autres choses avec lesquelles tu vas être sensible, tu vois. Disons que je pense que le TPMP, ce genre d'émission-là, au-delà d'avoir un effet néfaste, elle donne une mauvaise image. Enfin, c'est le truc classique que tout le monde dit, mais tu prends les copies du bac d'il y a 50 ans, en fait, la capacité critique des gens, en fait, du peuple, elle existe. Elle est là, en fait. Et on la voit, c'est juste que le niveau a régressé, quoi, complètement. Mais on peut y avoir une réflexion qui est intéressante. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est malheureusement un phénomène de société. Ouais, c'est ça. Il a régressé parce que on a extrémisé vraiment les points de vue. Ça s'est extrémisé en plus avec la pandémie où tout le monde s'est permis de dire tout et n'importe quoi. Et du coup, les gens régressent les autres en permanence, tu vois. Et TPMP est aussi un bon exemple par rapport à Bac Nord, parce qu'il a clairement mis en avant aussi ce truc-là où t'avais un de ses animateurs, c'est Gilles Verdez, je crois, qui avait balancé qu'il n'avait pas vu le film. Déjà, à partir de là, je pense qu'il faut se taire, tu vois. Si t'as pas vu le film, tu te tais. Si t'as pas envie de le voir, c'est ton problème, mais t'en parles pas. Et lui a participé aussi, ça a fait le buzz, hein, ça a fait des dizaines, centaines de milliers de vues sur YouTube, où il dit que c'est un film d'extrême droite, qui fait la propagande de l'extrême droite, tu vois, ça c'est des trucs que t'entends mais tous les jours, que ça soit de droite ou de gauche, où t'as une idéologie, un film, une peinture, un livre, n'importe quoi, ils vont sûrement pas prendre le temps de le lire ou de l'avoir vu, pour dire que c'est quelque chose qui va faire la propagande de quelque chose. Non mais Guillaume, tu te rends compte, hein, Gilles Verdez a dit que c'était pas bien et Marine Le Pen a fait un tweet pour dire que c'était bien. À mon avis, il est tranché, j'ai pas besoin de le regarder. Qu'est-ce que tu racontes? C'était du pain béni quand Marine Le Pen a sorti son tweet, tout le monde était là. Le livre d'Oberton, ça a été la même chose. Oui, voilà, tu vois. Je pense même que, je le dis dans la vidéo, je pense que si Bac Nord n'avait pas eu cette polémique de dire que c'était un film qui promouvait l'extrême droite, Marine Le Pen n'aurait jamais fait tweet sur Bac Nord. Je pense que c'est Gilles Verdez qui a... Je pense qu'elle a pas vu le film non plus. Non, mais elle a vu Gilles Verdez, elle a dit c'est bien, tu vois. De ouf. Puis Papacito, pareil, il avait fait une story en disant que c'était un film extrêmement courageux. Ouais. Tu vois, c'est des... Alors que je pense pas qu'il rentre dans une idéologie, le film. Franchement, honnêtement. Hein. Non, je pense pas non plus. Après, Papacito, on veut un peu le faire passer pour
bon, c'est pas un tendre, hein, mais bon, c'est pas un... On va dire que c'est un gars quand même, je pense que déjà le multiculturalisme fait partie de sa vie de tous les jours, tu vois. Mais Donc, oui, je pense pas que... Je pense que, ouais, voilà, il a une ligne, mais bon, je pense pas que... Je pense pas que ça soit, tu vois, forcément un souci. Je pense que tu as des gens qui ont, à cause de ce système, justement, ont un multiculturalisme américain, français et tout. Ouais. C'est juste, faut que ça faut que ça soit en cohérent avec ton discours. Donc, quand tu te vends patriote de France, aimer la France au plus profond de toi, machin, mais que tu dis que tes coups de cœur, c'est Rambo, c'est Rocky, c'est Predator et tout, moi, je me dis, ok, si tu veux, y a pas de problème, mais sois cohérent avec ton discours. Et là, ce que tu vends, c'est des films que tu aimes quand t'as 17 ans, tu vois, quand t'as 16 ans, et qui vont peut-être rester dans ton cœur après, mais ne t'en sers pas pour servir une idéologie, c'est pas cohérent, tu vois. Surtout que c'est des films qui ont fait écran au vrai cinéma français. Oui, voilà. Ça a été le début, en tout cas, Rambo, Rocky et tout, de l'invasion américaine, même si elle est là depuis le début, en vrai, elle est là depuis les années 30, hein. Mais elle a été massive, ouais, dans les années 90, avec ce marketing publicitaire à fond qui fait que on a vraiment perdu en valeur. Je te reprécise la différence qu'il y avait entre un box-office d'une année 1980, je crois que j'avais regardé, t'avais dans le top 15, t'avais 8-9 films français. Dans le top 15 maintenant 2021, t'en as 5, je crois. Ah, quand même, j'aurais presque dit moi. T'en as 5. Oh, T'en as 5, mais t'as Les Tuches 4. Ah. Et une autre comédie, Les Baudins en Thaïlande, là, je sais pas quoi, un truc un peu merdique. Ah oui. Donc voilà, tu vois. Donc c'est ça, et tout le reste, c'est des trucs américains. C'est Les Éternels, c'est Black Widow, c'est Mourir peut attendre, c'est des trucs comme ça. Donc moi je dis que moi je pense que c'est dangereux. Bon alors, Guillaume, dernière question, celle qui fâche. Est-ce que tu aurais une critique à faire des vulgarisateurs ou de la vulgarisation en général cinématographique sur YouTube? Ouais. En fait, là-dessus, je pense que je vais un peu paraphraser Anal Génocide. Pour te faire des copains, quoi. Et voilà, moi j'avoue que j'aime beaucoup ce que raconte Anal Génocide, maintenant Antoine Goya sur YouTube. Je trouve qu'il est très intéressant. Et je suis assez d'accord en fait avec lui sur les vulgarisateurs effectivement du cinéma. Je prends comme exemple ceux qui sont un peu les plus connus comme Le Fossoyeur de film, In the Panda, Clapman ou Durandal. Pour moi, c'est des gens qui font un peu partie du problème. C'est-à-dire qu'ils ont une passion pour le cinéma, ok, très bien, mais je trouve que c'est un peu des mecs qui vont aussi défendre, sans le faire exprès vraiment, ce système de production américain. Durandal, c'est assumé à 100%, hein, le mec est fan de blockbuster, son film préféré c'est Lucie de Besson. Tu vois, là il y a aucun problème, il va jamais faire d'analyse constructive sur le cinéma, juste il va aller voir un film américain, il va dire « Oh bah c'est pas mal, mais sans plus, voilà, tu restes dans une surface de merde. » Moi je trouve vraiment ça très pauvre cinématographiquement, quoi, tu vois. In the Panda, j'ai un peu plus de mal aussi, parce que pareil, il va rester dans ce mood un peu très à l'américaine. Je connais pas du tout In the Panda. Où, moi c'est un peu pour ça que j'ai arrêté de le regarder, c'est que je trouve qu'il se morfond un peu là-dedans. Il va pas beaucoup parler de films français. Fossoyeur de film, c'est un peu pareil. Je trouve que il a une culture aussi très américaine. Et il a pas vraiment essayé de s'en défaire. Il a fait des vidéos qui pouvaient être intéressantes sur le sujet, mais il est vraiment resté dans ce domaine-là. En fait, le problème que j'ai avec les vulgarisateurs, moi, de YouTube, c'est qu'ils parlent très souvent de films américains. Et très souvent, ils sont là à dire grosse surprise pour Spider-Man No Way Home ou des trucs comme ça. Tu te dis merde. Après, il y a l'argent aussi qui rentre en compte. On sait très bien que on est sur YouTube. Ouais, mais je trouve ça malhonnête de ouf. C'est très malhonnête. Soit ils sont malhonnêtes, soit ils assument à fond ne pas aimer l'art, le cinéma en tant qu'art. Et il n'y a pas de problème, hein. Tu peux ne pas aimer le cinéma en tant qu'art. Ça, encore une fois, c'est... Hein? Les mots sont durs. Bah, les mots sont durs, mais par exemple, moi, j'estime que j'ai pas de sensibilité à la peinture, par exemple, tu vois. Ouais. Moi, je suis vraiment prêt à assumer de ouf que quand je regarde un tableau ou quelque chose comme ça, moi, j'ai pas cette sensibilité que certains ont à trouver les tableaux incroyables ou avoir une émotion derrière, tu vois. Moi, j'ai pas cette sensibilité. Et qu'est-ce que tu penses de Debache? Alors, Karim Debache, moi, je l'ai vu... Je l'ai connu assez jeune et j'aimais beaucoup ses vidéos. Moi, elles font... Chroma m'avait vraiment elles font beaucoup rire. Après, pour moi, c'est un peu pareil quand même. Tu vois, moi, j'aime beaucoup ses vidéos. Moi, je trouve qu'elles sont très drôles, très divertissantes, mais très bien faites. Mais je trouve que ça s'arrête là. Ça s'arrête là dans le sens où il va te donner un peu une base de l'histoire du cinéma,
comme il a fait dans Crossed. Non, Chroma, c'était Chroma. Cross et Crossed, ensuite c'était Chroma. avant. Ouais. Ouais, c'est ça. Dans Chroma, il a essayé de faire un peu ça, mais ça restait très en surface. Et pour moi, ça relève juste de la vidéo divertissement qui va bien te faire marrer, où tu vas apprendre peut-être 2-3 trucs. Mais moi, je sais que moi, j'avais beaucoup aimé ça quand j'étais jeune, hein, ça, il n'y avait aucun problème, j'adorais ce qu'il faisait. Et je pense que si je le regardais maintenant, ça me ferait encore beaucoup rire. Mais si tu veux essayer d'avoir une sensibilité au cinéma et à l'art, c'est pas non plus, je pense, des bonnes vidéos pour essayer de mettre ça en avant. Après, je pense que ça peut être des bonnes vidéos dans le sens où il arrive à parler peut-être de films américains qui peuvent être intéressants si tu veux développer ta sensibilité à l'art au cinéma, tu vois. Parce que je me doute bien qu'un mec qui regarde tous les Marvel du monde, s'il se met à regarder un film de Bruno Dumont le lendemain, c'est pas possible, quoi. Il va pas y arriver, il va faire... ça veut rien dire, c'est nul, je comprends rien, on se fait chier et tout. Je pense qu'il faut quand même un palier, tu vois, faut un temps d'adaptation où tu peux aller voir des films français ou des films américains qui sont encore un peu dans cette mouvance-là, de toi qui viens de bouffer plein de Marvel. Mais après, c'est toi qui te fais ton parcours et c'est toi qui te décides un peu à te forcer au début à aller voir des œuvres qui sont un peu plus étranges. Mais à partir de là, je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose dans ta vision et dans ta façon de voir le cinéma vraiment, tu vois. Parce que moi, j'en ai vraiment marre, et c'est vraiment ça qui m'a fait faire ma chaîne YouTube, de cette vision qu'on a trop manichéenne du cinéma français, à dire c'est de la merde, il n'y a pas d'argent, il y a que des comédies de merde ou des films de bourgeois. C'est pas vrai, quoi. En fait, on a un fil conducteur dans cet entretien. Vraiment, c'est justement ce que tu reproches aux youtubeurs comme aux grands du cinéma, aux producteurs, c'est de suivre le courant américain. Ouais, c'est ça, complètement. Il y a une influence américaine très dangereuse, en fait, dans la façon de voir le cinéma. Bah, écoute, moi je suis totalement d'accord avec toi, et pas seulement sur le cinéma. Toute la société, je pense qu'il y a il y a vraiment un problème. On parle beaucoup d'islam, hein, notamment certaines personnes aujourd'hui, mais je pense pas que le plus gros danger civilisationnel pour la France ce soit, Par exemple, ouais, voilà, ce par soit exemple. l'islam. Ou alors c'est un truc qu'on pourrait pareil en discuter, mais t'as jamais ce truc-là dans les médias télé, tu vois. Non, pas C'est-à-dire jamais. qu'on le met soit face à Parce qu'on l'a quelqu'un, intégré. hein, On l'a intégré. on l'a intégré, oui, on l'a intégré. On l'a intégré, et puis à chaque fois, on se sent obligé de mettre des gens en face qui vont forcément réagir brutalement, tu vois. Qui vont pas réagir dans la rationalité, à expliquer ça clairement et tout, tu vois. Moi, je suis OK pour parler de tous les sujets de société à la télé, il y a pas de problème, mais juste, faut arrêter de prendre le téléspectateur pour un imbécile. Bruno Dumont, il disait un truc que je trouvais intéressant dans un entretien qu'il a fait après avoir sorti France, qui est son dernier film, qui est d'ailleurs mon film préféré de cette année, parce qu'il critique justement assez ouvertement les médias et leur habilité à mentir ou à tromper la vérité et la réalité. Il dit qu'un gilet jaune, c'est 20 ans de France Télé. Et en fait, je trouve ça assez intelligent dans le sens où en fait, le gilet jaune a vraiment eu cette impression que pendant 20 ans, il s'est fait traiter comme un con dans les médias, tu vois. Qu'on lui a donné des fausses infos, qu'on lui a baratiné tout le temps le fait que c'était un peu de sa faute, qu'il faisait pas les choses bien. On l'a mis face à des débats hyper stériles où il était obligé de se mettre en colère parce que quand tu regardes une émission comme TPMP, t'es obligé d'être en colère parce que t'en as marre d'entendre ça. Donc je trouvais cette phrase assez intelligente et j'étais assez d'accord avec lui. Ok, bon, bah écoute, Guillaume, je te remercie de m'avoir accueilli. Merci à toi pour l'invitation. Je te remercie d'avoir pris la parole avec tant d'éloquence. Et je te souhaite une agréable soirée, je te dis à la prochaine. Merci à toi aussi. Salut. Salut.